Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Crasset et Jean-Philippe Piété. Nathalie Crasset, designer. Jean-Philippe Piété, vous êtes artisan d'art. Je voulais qu'on commence cette discussion pour vous demander, voilà, Sèvres, qu'est-ce que c'est? Alors je dois dire que Sèvres, d'abord, c'est une manufacture. Et je pense qu'il faut qu'on soit conscient de cette exception française des manufactures et qu'il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui, à les faire exister, à les faire perpétuer. Et c'est ça qui est important pour moi. Et j'avais participé déjà à faire un projet dans le cadre des Gobelins. Et c'était un peu la même quête pour moi. C'était comment arriver à donner un lien entre tout ce patrimoine et la création contemporaine. Donc c'est quelque chose qui est très fort et je pense qu'on se doit, nous en tant que designers, de donner ce lien, de réfléchir fortement et de trouver des projets qui font sens. Et j'espère que la CAP fait partie de ces projets-là. Moi, je suis rentré à la manufacture que je ne connaissais pas avant de m'inscrire au concours. Et c'était une vieille dame qui venait du passé. Et j'étais très heureux de savoir qu'elle existait toujours. Et donc, elle existe toujours, elle est vivante. Quand on s'intéresse un peu à votre travail, on s'aperçoit effectivement que vous avez des métiers qui, tous les jours, font en sorte que vous appréhendiez une certaine complexité. Vous, Nathalie, dans la réflexion, et Jean-Philippe, en fait, dans les projets d'artistes, tel que celui de Nathalie. Est-ce que vous pouvez revenir tous les deux sur vos métiers et comment est-ce que vous concevez en fait vos métiers tous les deux? Alors, je suis designer, j'ai été formée au métier de design industriel, donc ça veut dire travailler pour l'industrie, c'est-à-dire faire des objets en série, mais je fais aujourd'hui beaucoup de choses différentes. Je continue à faire du produit industriel, mais je fais aussi des pièces plus limitées ou des pièces ou même des pièces uniques. Je crois que ma démarche est assez particulière et je pense que le design français peut être défini justement plus par la personnalité des designers que l'idée d'avoir un design français qui se définit avec une synthèse. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas faire de synthèse du design français, mais qu'on peut s'intéresser à ce qu'apporte en fait chaque designer. Et c'est aussi un peu ce qu'on voit quand les designers collaborent avec la manufacture de Sèvres. On garde notre approche, ça c'est très très important. Quand on fait un objet qui est fonctionnel, pour moi c'est juste le minimum syndical, mais on peut aller beaucoup plus loin. Il y a plein de notions à embarquer dans une pièce, dans un objet, qui vont faire en sorte de nous apporter plus qu'une simple fonction. Et j'ai toujours une relation assez ambiguë avec la forme, puisque je me suis aperçue très rapidement, en devenant designer, qu'en fonction de notre culture, on allait lire une forme différemment. Mon but, c'était de m'adresser à tout le monde. Et quand on veut s'adresser à tout le monde, il faut trouver le support, avec quoi on s'adresse, comment on le dit, etc. Et je me suis aperçue que je ne pouvais pas compter sur la forme, parce que la forme est excluante. Et alors comment on fait à partir de ce constat-là? Mais simplement, je me suis basée plutôt sur les rituels, sur la façon dont on mange, la façon dont on dort. Ça, c'est des choses qui sont plus universelles. Et surtout, j'ai eu cette envie de retrouver les choses essentielles, d'aller puiser dans ce qui fait qu'on est humain, justement, plutôt que de perpétuer des codes qui sont là existants, qui sont souvent nés aussi de... on va dire, de nos codes bourgeois, on va dire, parce qu'en France, on a on le sait, on a à la fois cette culture qui est très sophistiquée, qui est très importante, puisque ça veut dire qu'on va aimer avoir des objets avec différents ingrédients, une complexité, on en parlait justement, et ça, il faut le garder, puisque c'est un rapport au monde qui est complètement différent. Et plus notre rapport au monde est sophistiqué, et plus on a un vécu qui va se caractériser dans quelque chose de profond. Or, on est aujourd'hui dans une période où on est plutôt dans l'idée de la superficialité, et ce rapport au monde profond, on tend à les perdre. Donc il faut retrouver des endroits, et je pense que la manufacture en est un. On a toujours l'impression que le designer, il prend son crayon et puis il dessine, et c'est en dessinant qu'il va trouver la forme. C'est pas du tout ma façon de faire. Il va y avoir d'autres designers qui le font, mais moi, c'est pas ma façon de faire.
Moi, ma façon de faire, c'est de penser et de trouver une intention d'abord. Qu'est-ce que je vais donner à travers l'objet? C'est ça qui m'importe, c'est de donner à travers l'objet, et après je vais trouver est-ce que c'est de l'hospitalité, du partage, voilà, est-ce que c'est... Et puis, à un moment donné, je vais trouver un concept, et ce concept va se matérialiser, et d'ailleurs, là, en l'occurrence, on va parler de porcelaine de céramique, mais en l'occurrence, je n'ai pas non plus l'idée de choisir en amont une matière. La matière, elle va devenir légitime en fonction de ce que je veux dire. Voilà, donc c'est un process qui est un peu particulier. Merci. Jean-Philippe, du coup, voilà. Là, ça va être beaucoup plus terre à terre, puisque dans les ateliers, on va avoir le projet du designer, et donc il va falloir le mettre en œuvre. Et là, peut-être qu'on peut passer à la... Voilà, donc ce qui a été reçu à l'atelier, c'est exactement les dessins qui sont sur l'écran. Et donc il convenait de faire en sorte que ce soit une réussite, bien sûr. Est-ce qu'il y a des échanges? Parce qu'en amont, en fait, ce qu'on voit comme image, il y a un petit peu une explication à donner. Donc je ne voulais pas dessiner moi-même le vase. Quand on arrive ici, à la maison, à la manufacture, on a en fait la liste en fait, de tous les objets qui existent avec le nom des créateurs. Et je trouvais que c'était intéressant plutôt de magnifier tout ce qui avait été fait, tout le patrimoine, et de regarder, et d'aller donc justement regarder toutes ces créations, et que mon geste à moi, mon acte créatif, ça allait plutôt de faire combiner deux vases en l'occurrence, et de créer un troisième élément à partir de ces deux pièces-là. Donc c'est pourquoi, en fait, on voit la première proposition, enfin j'avais proposé trois orientations différentes, les capes en sont une, et on voit en fait que j'ai dessiné, j'ai repris en fait les purs des vases, je les ai modélisés, et ça les outils informatiques sont très intéressants pour ça aujourd'hui. Donc j'avais chez moi un certain nombre de vases, de la manufacture, et je me suis amusée en 3D à les superposer et de regarder les correspondances avec deux pièces, avec des pièces qui pouvaient être des pièces historiques du 19e, du 18e, et puis des pièces contemporaines qui venaient en fait se poser dessus, souvent utilisées à l'envers d'ailleurs, hein, donc c'est des pièces qu'il faut imaginer à l'envers. Et voilà, c'est comme ça qu'est née en fait cette idée de cape. Donc ça me donne en fait comme ça une espèce, c'est un système. C'est pas l'idée de dessiner une forme, c'est plutôt l'idée d'une rencontre entre deux pièces et de cette rencontre naît en fait cet objet qui après en fait il y a une espèce de petite recherche sur l'idée puisqu'on est sur l'idée d'une cape. Quel type de cape on va faire et quelle est la cape, et en fait c'est la relation entre le corps, puisqu'on a une forme qui est plutôt anthropomorphique et une autre forme qui vient dessus. Alors pourquoi les capes? Parce qu'en fait quand on regarde la céramique, la première caractéristique c'est sa fluidité. D'ailleurs c'est une matière qui est coulée, donc là je vais repasser la main. Et en fait, je voulais signifier cette idée de fluidité et ça donne le drapé. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une espèce de correspondance entre la céramique et le tissu, le drapé qu'on voit en fait sur cette pièce. Et comment vous est venue l'idée de faire une analogie avec la haute couture en fait? C'était vraiment le rapport à la matière? C'est simplement cette idée de petite collection, parce que très rapidement il y avait cette idée d'en faire 2, 3, de regarder comment, et voilà, simplement c'est venu comme ça, c'était assez évident. L'atelier date de la deuxième moitié du 19e siècle, et dans cet atelier donc, on réalise des formes par coulage. Le vase qui a été choisi est une forme vraiment 1900, c'est-à-dire à l'époque il y a eu beaucoup de vases qui portaient des noms de villes. Donc là on a une forme d'un vase de Blois, et on a des vases de Clermont, des vases de Presles, différentes... D'Angers aussi. D'Angers, vases d'Angers aussi. Voilà. Et ces vases ont été déclinés en plusieurs dimensions. Donc par exemple pour le vase de Blois, on a
On a des moules de bois de 20 cm, de 25 cm, de 30, 35 cm, mais je pense qu'au musée, il y a peut-être des tailles plus importantes. J'ai réussi à en trouver un de 35 cm, donc qui est le dernier vase qui a été produit il y a bien longtemps. Voilà. Et là, en fait... Donc une forme existe en différentes tailles. Et donc en fait, ce qui a permis aussi de proposer la cape qui a été dessinée avec un exemple, en fait, après d'organiser des vases avec des tailles différentes. Des pièces contemporaines ont été utilisées, puisqu'il y a une des capes qui est faite à partir du vase de Pierre Charpin. Voilà, donc on a des vases le vase lit qui date de la fin du 19e, le vase de Blois, c'est les vases vraiment 1900, et le vase Pierre Charpin qui est une réalisation récente, entre guillemets, parce que je crois qu'elle date de 2007, je crois. Un dernier mot sur la méthodologie qui a été appliquée à Sèvres. Alors comme vous le voyez, moi je n'ai pas donné de plan technique, j'ai juste donné un certain nombre de vases indicatifs et voilà. Et donc c'est ce qui est assez intéressant puisqu'en fait on ne travaille pas au millimètre, on travaille justement en donnant des orientations et après la couleur ça a été un peu traité comme ça, peut-être qu'on en parlera après, mais je te repasse la parole. Voilà, bon, ce que j'ai apprécié dans le projet, justement, c'est que le vase est présenté sous une forme de dessin numérique et donc qui laisse quand même une liberté d'interprétation et c'est-à-dire l'adéquation entre le projet dessiné numériquement et la réalisation qui là va faire appel à nos connaissances techniques, nos ateliers qui doivent réaliser les plans et faire en sorte qu'un dessin numérique devienne un dessin pour céramistes. Mais donc au début, il n'y avait que ce dessin numérique. Et comment la transformation se fait? Voilà, là, donc le problème pour couler un vase de Blois, le vase qui allait servir de silhouette, il n'y avait pas de problème particulier. Par contre, pour la cape, il fallait qu'elle ne se déforme pas, sachant que moi, quand je la réalise dans mon atelier, la cape est vraiment... Elle correspond à ça, mais vue de dos. Voilà, il n'y a pas la découpe. Et la découpe peut être partielle ou peut être totale. Et donc là, il fallait trouver une solution pour que cette pièce ne se déforme pas à la cuisson et qu'elle puisse retourner sur un vase bien rond. Et donc, c'est pour ça qu'il a été fait en dessous le support, donc qui est une partie du même vase. C'est-à-dire que ça, c'est réalisé à partir d'un bois de 30 et le support à partir d'un bois de 25 pour aller sur un vase de bois de 25. On a commencé à en parler tout de suite. La couleur Matali, pour vous, la couleur c'est la vie et la vie c'est la couleur. Comment s'est opéré en fait le choix des couleurs du vase? Est-ce que le laboratoire de Sèvres, parce que vous n'êtes pas sans savoir en fait qu'on a un laboratoire qui crée des couleurs depuis la création de la manufacture et généralement en fait pour chaque objet on crée de nouvelles couleurs. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, Matali? Alors on voit que dans ces capes aussi, il y a un peu l'idée de faire référence. Alors moi j'avais en tête quelques créateurs, notamment Courrèges, qui a défendu la couleur, qui a aussi simplifié les silhouettes. Pas forcément sur ce que vous voyez là, c'était vraiment des essais au début de voir comment on pouvait peut-être colorer certaines parties, et faire émerger justement là un col, là voilà. Et donc j'ai travaillé de façon intuitive, comme je le fais d'habitude, puisque la couleur pour moi c'est vraiment une alliée pour arriver à pousser un peu plus loin le projet. Et donc je suis simplement allée voir toutes les palettes et puis en associant en fait un certain nombre de couleurs, soit en jouant avec des gammes saturées comme on le voit ici,
Mais je suis aussi sortie un petit peu de ma zone de confort, puisque en général je n'utilise par exemple jamais le pastel. Il se trouve qu'il y a une très belle pièce qui a été faite en faisant du rose pastel, en mélangeant du rose pastel et du bleu pastel, qui a d'ailleurs trouvé tout de suite acquéreur. Donc je me suis vraiment amusée à faire comme une petite collection en choisissant différentes couleurs, en essayant des mélanges que j'avais jamais essayés, mais quand même en partant avec les couleurs que moi qui sont ma palette. On voit ici le orange, on voit le bleu turquoise, on voit aussi du fuchsia. Ce sont des couleurs que j'aime bien proposer, puisqu'en fait c'est des couleurs qui sont pour moi très 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 symboliques et qui sont fortes en fait, voilà, qui s'affirment. La transmission. À Sèvres, la transmission a une place primordiale dans la survivance du savoir-faire. Vous savez que notre maison va avoir 280 ans l'an prochain et que les gestes se transmettent d'artisan en artisan. Et j'aimerais bien que tous les deux, en fait, vous vous exprimiez sur ce sujet qu'est la transmission. Jean-Philippe, comment est-ce qu'on t'a transmis en fait ton savoir, et est-ce qu'aujourd'hui tu le transmets à un apprenti? Et Nathalie, en fait, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre expérience de la transmission et la place qu'elle occupe en fait dans votre travail. Donc la transmission, ça a été à l'arrivée à l'atelier de grand coulage. Donc c'était l'ancien chef d'atelier donc qui m'a appris la technique du grand coulage, sachant qu'à l'époque je venais de l'atelier de tournage et que l'atelier de grand coulage est spécifique par justement la mise en œuvre d'une technique de coulage, mais dans les finitions, on se rapproche de la partie tournage qu'on appelle le tournasage. Et donc je l'ai appris et j'ai eu des premiers apprentis, des premiers élèves en 2005. Parce qu'à un moment, je me suis retrouvé tout seul dans l'atelier, donc ça mettait en péril un peu la continuité du service. Donc j'ai eu deux élèves. Et du savoir. Et du savoir, du coup. Parce qu'après, si tu ne transmets pas... Oui, donc les problèmes de transmission, ça peut aussi se manifester, par exemple, sur le coulage des vases de 2 mètres sous l'air raréfié. Donc il reste 2 exemplaires de vases qui ont été coulés dans les années, à la fin des années 60. Et donc ce type de coulage n'a pas été pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'arriverait pas à refaire des grands vases, ça veut dire qu'on a un savoir-faire à redécouvrir là. Bon. Et voilà, donc au niveau des savoir-faire et des grands vases, par exemple, on a eu un vase de Pierre Charpin en 2013, donc qui est quand même un vase qui va être issu d'un moule qui pèse près d'1 tonne, et qui est un moule qui fait plus de 2 mètres. Donc il y avait des problématiques où on se rapprochait des anciens vases, de grands vases qui étaient produits en grande quantité au début du siècle. Et là, on n'a pas pu faire le coulage avec l'air raréfié comme ça aurait dû se faire normalement, traditionnellement. Et donc, on a néanmoins réussi à produire le vase en adaptant d'une manière démesurée, parce que là, les proportions du vase sont, on va dire, extraordinaires par rapport au travail commun de l'atelier. Donc on a pu retrouver la technique des grands vases, mais qui était, à vrai dire, un développement de la technique appliquée sur les vases plus petits. Voilà. Et donc, là, pour ce qui est de la transmission, moi je peux apprendre jusqu'à aujourd'hui le coulage dont une partie est réalisée avec de l'air comprimé, et j'aurai quelques difficultés, je pense, et il faudra qu'on se réadapte, mais bon, ça sera tout à fait possible,
pour retrouver la technique de coulage à l'air raréfié. Donc ça, c'est un petit creux, un petit blanc dans la formation, et sinon voilà. Donc j'ai eu 2 apprentis en 2005, j'en ai eu un autre en 2008 et une autre en 2009. Voilà. Et donc aujourd'hui, ces jeunes qui sont tout à fait très jeunes, qui ont plus de 30 ans, ben, forment à leur tour. D'accord. Donc la transmission, en fait, continue. Alors moi, je considère que tous les projets sont en quelque sorte des supports de transmission. Après, je vais intervenir aussi dans des écoles. Je travaille dans une école à Genève qui s'appelle la Aide pour un master. Et là, mon rôle, c'est de... Alors, j'interviens pour faire des workshops, c'est-à-dire c'est des ateliers de 3 semaines. J'ai décidé cette formule parce qu'en fait, je prends que le meilleur de l'école, c'est-à-dire un temps intensif, des étudiants qui se mobilisent pour faire un projet, et surtout, j'ai la capacité de leur proposer de construire un projet en dehors de l'école. Donc, je vais juste vous donner 2 exemples. Il y a 2 ans, on a fait un projet au Famille-Mystère du Louise, parce que je voulais absolument que cette génération découvre ce lieu qui est encore habité, qu'il puisse à la fois visiter le musée pour comprendre cette utopie qui a été construite, et en même temps, à notre petite mesure, continuer cette utopie en aménageant un appartement expérimental dans ce Famille-Mystère. Donc c'était un très beau projet. Et le projet de cette année, c'était de faire une basse-cour pour les enfants qui viennent à la Maison des Petits au 104. Donc, vous connaissez le 104, donc j'ai eu cette chance de travailler et de collaborer avec Nicole Roux, qui est la directrice. Et donc, c'est une maison verte dans un centre culturel. Et donc, l'idée, c'était de construire une petite basse-cour avec des poules et des lapins pour que les enfants les petits urbains, puissent venir. Et certains n'avaient jamais d'ailleurs vu de poules et de lapins. Donc ça s'est déroulé pendant une semaine, puis après, cette basse-cour a été installée dans une école du 18e de façon pérenne. Voilà, donc c'est le genre de projet que je propose, c'est-à-dire à la fois un projet commun, mais un projet qui demande aux étudiants de mettre leur savoir-faire, parce que souvent au service d'un projet commun, et après de venir le construire, et après de venir voir l'effet de ce projet, en fait pouvoir comprendre comment les gens se l'approprient, etc. Je pense que c'est très important. Et de ne pas rester simplement dans des projets théoriques, et de retrouver aussi des échelles où on arrive à comprendre les choses, où il y a une articulation qui se crée assez facilement. Donc ça, c'est un premier volet. Donc là, je suis un professionnel, je ne m'identifie pas comme professeur. Voilà. Et puis après, je participe à beaucoup d'autres projets qui vont là être aussi adressés aux enfants, parce que je pense que c'est très important de faire des projets pour amener de la culture dans des endroits où il n'y a pas de la culture forcément. Donc la Maison des Petits, on est dans un quartier avec une forte densité, il y a beaucoup de familles qui vivent dans des petits logements, donc en fait c'est l'idée de leur proposer un endroit pour se poser. Ils peuvent rester le temps qu'ils veulent, et c'est en fait en quelque sorte un endroit pour aider à la parentalité. Et donc c'est des très très bons projets parce qu'ils sont très particuliers. Un autre projet est le musée mobile, qui en fait est un musée qui se déplace dans un camion que j'ai aménagé, qui est en fait un camion qui s'expanse. Et l'idée, c'est d'aller chercher les œuvres qui sont dans les FRAC. Donc dans chaque région, on a un fonds régional d'art contemporain. Et ce sont des œuvres qui sont montrées ponctuellement dans les FRAC, mais il y a beaucoup d'œuvres qui ne sortent pas et qui ne sont pas montrées. Là, l'idée, c'était de demander aux curateurs de ces FRAC de s'approprier ce camion, cet outil, et ils font des expositions bien particulières, thématiques, et après, le camion, le MUMO, va rayonner, en fait, et aller dans les petits villages, dans les petites villes, là où, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 60
des enfants qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée. Voilà, donc c'est des projets très beaux. Petit à petit, on me demande de venir proposer, je considère que c'est de la transmission aussi, mais de la transmission à travers des projets qui se construisent et qui perdurent. Mathalie, vous avez une curiosité en fait qui ne se tarit pas et vous vous intéressez à comment les choses se font. Qu'est-ce que vous gardez en fait de vos rencontres à Sèvres, de sa manufacture et de ses artisans? Je pense qu'on voit un petit peu, je viens de finir un documentaire où on nous voyait justement collaborer. C'était assez marrant, c'est qu'au départ, je proposais ce système en espérant déjà intéresser. Le fait de ne pas proposer une forme définitive, mais plus un système, je pensais que ça pouvait être une façon de dialoguer de façon plus ouverte et plus complète. Et puis petit à petit, puisqu'on a fait plusieurs vases, comme vous le savez peut-être, j'ai aussi demandé si on pouvait aller un peu plus loin dans l'intervention sur les capes. Et on a à certains endroits perforé pour signifier en fait une couture. Voilà. Et ça c'est vraiment en discutant, en posant le principe j'avais dessiné les dessins en amont, mais j'ai senti que le moment était venu et qu'on pouvait aussi passer à un peu plus de complexité de travail sur les capes, mais ça s'est fait vraiment dans un deuxième temps, et par l'échange, en faisant en sorte de juste poser des questions au bon moment, et puis de voir si l'équipe était prête à aller jusque-là et avoir donc un peu plus de travail sur chaque pièce. Là, c'était donc un projet, donc j'ai pas vu Mathalie Crasset au départ du projet, je l'ai vu peut-être un an après, je pense. Et entre-temps, comme c'était un concept, j'ai fait aussi pour m'amuser une extrapolation, mais tout en restant dans l'esprit du concept, qui a été validé entre guillemets. On peut avoir des demandes d'artistes qui sont complètement différentes. Par exemple, en 2000, il y a eu Pierre Soulages qui est passé à l'atelier parce qu'il avait une commande du président de la République, Jacques Chirac. Et donc, il est passé à la fin des années 99 et le projet devait être livré en juillet parce que c'était le trophée d'une compétition de sumotori au Japon. Et donc là, on a travaillé sous la direction de Pierre Soulages, qui voulait retranscrire la texture de sa peinture. Voilà, et donc on a vu ce qui était possible de faire et on va dire, c'est peut-être négocié, c'est peut-être pas le bon mot, mais on a... Comment ? Discuter. Oui, on a discuté et de voir qu'on n'arrivait pas tout à fait à reproduire la texture de sa peinture, parce que c'est vraiment une matière. Et donc là, c'est lui qui s'est adapté à la céramique, et tout en gardant les recherches, toutes ces recherches sur la lumière dans le noir. Voilà. Des jolies rencontres de Sèvres.